commun. Bonjour. Nous allons dans cette deuxième vidéo visiter plus précisément différents types de biens communs paysagers de façon à pouvoir réfléchir ensuite aux enjeux qu'ils portent. Nous avons vu dans la première vidéo que les communs paysagers et les biens communs qu'ils produisent échappent aux grilles d'analyse traditionnelles. Nous allons donc suivre une logique d'échelle qui semble pertinente étant donné la nature systémique du paysage. Commençons par celle de la planète ou des écorégions. Nous avons les sites classés par l'UNESCO au titre de paysages culturels ou naturels, comme ceux qui apparaissent à l'écran. Mais les biens communs paysagers planétaires incluent également, à mon sens, et je me réfère à la théorie du jardin planétaire de Gilles Clément, les biens communs perceptibles qui sont des composants fondamentaux de nos paysages, à savoir l'eau, l'air et la terre ou le sol. Arrêtons-nous un instant sur le sol qui est une question centrale pour un éventuel urbanisme des communs. Dans les territoires urbains, c'est aujourd'hui principalement un objet de droit géré par la législation de la propriété foncière et le droit de l'urbanisme. Pourtant, le sol est une épaisseur vivante qui, par ses fonctionnalités écologiques et ses usages socio-culturels, fournit à la société des services qu'on appelle écosystémiques. Il touche à des domaines bien plus vastes que cette entrée légale. Support des écosystèmes, approvisionnement en eau, alimentation, matières premières, régulation des cycles de l'eau, de dépollution, culture, santé, loisirs, etc. Ces services qui traversent toutes les échelles et dépendent du soin apporté au sol devraient largement dépasser les intérêts financiers et individuels. Pierre Donadieu propose de ce point de vue un processus de transpropriation, c'est-à-dire un processus qui rendrait le propriétaire d'un sol garant des services écosystémiques qu'il fournit. Une telle gouvernance pédopaysagère permettrait de revaloriser le sol sur base d'autres critères que monétaires et, dans une suite logique, de sauver les terres agricoles urbaines et de renforcer l'infrastructure verte. Ce qui est loin d'être anodin, car la terre et l'infrastructure verte sont indispensables au métabolisme vertueux des territoires urbains et à leur résilience socio-naturelle. Cette transposition initierait donc un profond changement de valeur pour l'urbanisme. Est-ce une utopie? Pas tant que ça. En effet, aux échelles médianes qui sont celles des biorégions, c'est-à-dire des bassins de vie de socio-écosystèmes, il existe des biens communs paysagers qui dessinent de tels paysages combinant urbanité et biodiversité. Voyons d'abord les structures éco-paysagères qui concentrent les enjeux du paysage et des communs. Ce sont des corridors écologiques multifonctionnels qui peuvent intégrer des réseaux de mobilité active, des espaces agricoles écologiques et des espaces publics. Ils prestent une multitude de services tout en participant à l'organisation spatiale du territoire. En fonction de l'échelle à laquelle on les appréhende, les structures éco-paysagères peuvent être des paysages biens communs, comme le bocage normand, ou des biens communs paysagers, comme les petits ruisseaux plantés d'arbres qui sillonnent le bocage. Un autre bien commun paysager d'échelle biorégionale est la matrice agroécologique. L'agroécologie, c'est une agriculture écologique qui se conçoit à partir des logiques multifonctionnelles et symbiotiques des écosystèmes. Elle privilégie le bien-être humain et animal et le commerce de proximité. Ces paysages, indissociables des socio-écosystèmes locaux, se caractérisent par leur multifonctionnalité économique, patrimoniale, écologique et sociale et la finesse de leur organisation spatiale. Ils contribuent de facto à l'infrastructure verte. Enfin, aux échelles locales, les deux typologies précédentes se déclinent dans les territoires de l'agri-urbanité et de la naturbanité, termes proposés par Pierre Donadieu. L'agri-urbanité intègre les exploitations agricoles intra-urbaines et périurbaines, professionnelles ou amateurs. Ces paysages sont généralement privés. Ils sont publics comme expérience. Ils sont biens communs lorsqu'ils sont considérés, voire cultivés, comme ressources communes, éthiques et sensibles, sur des plans multiples de diversité, relations à autrui, etc. À Bruxelles, le projet Bourronne-Bruxelles Paysan, qui combine formation à l'agroécologie urbaine, éducation, ateliers de cuisine et production bio, circuit court, est un bel exemple d'agri-urbanité, d'initiative publique.
la ferme du Champ d'Écailles de Boisfort, qui combine élevage, maraîchage, jardin de simple et jardin partagé, le tout en assumant une vocation d'inclusion sociale, est un autre exemple remarquable, cette fois-ci d'initiative citoyenne. Mais hybrider les objectifs sociaux et productifs n'est pas toujours facile. Comment rendre rentable et viable pour le maraîcher un espace où des citoyens viennent, au gré de leur disponibilité, à prendre des gestes de base ? Faire de l'agriculture urbaine un service public pourrait être un élément de réponse qui mérite réflexion. Les jardins partagés sont un élément essentiel des paysages de l'agri-urbanité. Ils sont produits par des communs qui ont une finalité d'expérimentation plus politique que productive. La philosophe Joëlle Zask, auteure du livre « La démocratie au champ », souligne qu'il faut bien distinguer ces dynamiques partagées de celles qui sont collectives. Les potagers partagés offrent à chacun la possibilité de cultiver son jardin et donc donnent droit à l'individuation. L'histoire montre que les exploitations collectives peuvent faire primer la logique du groupe sur celle de l'individu, dont le bien-être n'est pas nécessairement un objectif. Parmi ces potagers, tous ne sont pas agroécologiques, mais le critère communautaire en fait néanmoins des biens communs paysagers. Enfin, ces jardins partagés ne sont pas non plus toujours productifs. Familiaux ou communautaires, pédagogiques, ornementaux, de droit ou de fait, structurants ou interstices, ce sont alors des espaces de naturbanité, c'est-à-dire des espaces qui ménagent une nature urbaine autant qu'une urbanité, grâce à une éthique du soin de la nature et d'autrui. Cela se traduit par des appropriations tournées vers le bien vivre et le respect du vivant. Ces jardins partagés sont gérés par une série de règles établies par la communauté qui se les approprie, éventuellement avec l'appui technique et réglementaire de l'action publique, comme par exemple dans le cas des frontages ou des potagers publics. Dans les espaces de naturbanité, on trouve aussi tout le tiers paysage qui participe à la respiration de la ville et à sa biodiversité. Les marges des infrastructures, les espaces semi-naturels, généralement d'anciennes friches recolonisées par la nature et dont une communauté décide de ménager les dynamiques. Il y a aussi les paysages d'eau, comme les rives et rivières naturelles ou restaurées, jardins de pluie, les zones humides, etc. Nous achevons ce parcours avec les parcs et espaces de nature publics ou patrimoniaux. Si les parcs et jardins publics sont de facto des biens communs paysagers, les jardins privés, qui font l'objet d'une gestion écologique ou qui s'offrent au sens des passants en leur offrant bien-être et plaisir esthétique, le sont aussi au titre des biens mixtes. Dans le même ordre d'idées, les éléments de paysage comme les chemins, les haies ou cordons boisés peuvent être juridiquement privés, mais s'ils sont reconnus par des communautés, pour leurs valeurs sensibles et esthétiques, de loisirs ou écologiques, ils intègrent notre liste des biens communs paysagers. Après ce parcours, on peut se demander légitimement si tout paysage n'est pas de fait un bien commun, d'autant plus que la Convention européenne du paysage reconnaît les paysages patrimoniaux et ordinaires comme biens d'intérêt général, éléments essentiels du bien-être individuel et social et ressources communes. Mais c'est bien d'une double dimension collective que les biens communs paysagers dépendent, celle de leur reconnaissance comme paysage et celle du projet communautaire dont ils sont conditions. Propriétaires fonciers, agriculteurs, acteurs publics, usagers, associations, habitants, les acteurs de leur fabrique agissent suivant différentes références esthétiques et éthiques, mais tous ont pour moteur une perspective collective qui croise une utopie du soin. Nous l'avons vu, revisiter les paysages à la lumière des communs ouvre de nombreuses questions, comme celle de la priorité des projets de grande échelle sur des micro-projets. La troisième vidéo est consacrée à ces enjeux et débats.